Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, pour découvrir le thème de notre conférence, je vous laisse regarder les aliments qui s'affichent. Quel est le point commun de tous ces aliments? La farine, les pâtes, les petits pois en conserve, le vin, yaourt, jus d'orange, saucisson, fromage. Donc vous l'avez deviné, ce sont des produits transformés. Et donc on va parler aujourd'hui de la transformation des produits, de l'ultra-transformation des produits et de la matrice. Alors effectivement, 3/4 de nos aliments qu'on mange de tous les jours sont transformés. Transformés, ça veut juste dire que ce n'est pas des aliments bruts qu'on a cueillis ou qu'on a récoltés comme ça. Ce sont juste des aliments non bruts. Et il y a une différence entre les produits qui sont ultra transformés et les produits transformés. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en parlant de la transformation, de l'ultra-transformation et de la matrice. Alors, tout d'abord, le but de cette conférence et de toutes nos conférences WeChange, le but c'est déjà de ne pas se faire culpabiliser, de ne pas se sentir jugé. On ne va pas vous dire de tout faire 100% maison, ce qui pourrait entraîner des burn-out parentaux, voilà, et de ne pas jeter le discrédit sur tous les produits industriels, parce que voilà, il y a des choses qui sont non ultra transformées dans les produits industriels. Le but c'est de s'informer pour mieux connaître, de vous faciliter les choix, parce que c'est possible de trouver des produits juste transformés dans les supermarchés et de se donner des petites idées pratiques pour se faciliter la vie au quotidien. Alors, on va aborder du coup on va recontextualiser qu'est-ce que sont les aliments ultra transformés, voir quelques procédés de transformation, comment on peut choisir, parler de la matrice, on fera un petit retour sur les produits pour enfants et puis quelques idées pour limiter les aliments ultra transformés à la maison. Alors, dans le contexte, en fait, depuis très longtemps, depuis 10 000 ans déjà, l'homme transforme ses aliments qui sont bruts. Et donc, par exemple, à partir de grains, il va faire de la farine, il va faire du pain. Donc, et pour certains aliments, c'était une manière de les conserver. Par exemple, les viandes et les poissons qui sont très périssables, on les sèche, on les fume, on les met en salaison et le fait de mettre du sel ça les conserve. Et puis le fait de les cuire, ça va les rendre comestibles et plus digestibles pour la consommation humaine. Par exemple, on a réussi aussi à conserver le lait frais longtemps en le transformant en yaourt, en fromage grâce à la fermentation. Et puis, la fermentation nous a permis de fabriquer des nouvelles boissons, comme le vin, la bière, voilà, qui sont agréables au palais. Au XVIIIe siècle, on découvre l'apertisation, donc ce qui est la stérilisation ou la mise en conserve, et qui permet de conserver des aliments sur des très longues durées. Et c'est ce qui a permis, par exemple, de lutter contre le scorbut en mer, une maladie due à un manque de vitamine C quand les marins partaient longtemps en mer. Et donc, ils perdaient leurs dents, voilà, parce qu'ils n'avaient pas assez de vitamine C avec les produits qui peuvent être apportés par les produits frais. Et donc, le fait de mettre des légumes en conserve, des fruits en conserve, ou de conserver le chou, par exemple, avec de la choucroute, ça a permis, du coup, de limiter cette maladie. Au XIXe siècle, l'agro-industrie se développe et donc là, on arrive à produire des aliments en plus grosse quantité, de façon rapide. La qualité sanitaire et les contrôles augmentent et la praticité augmente. On arrive à produire des aliments déjà tout prêts et très pratiques, ce qui est du coup un bien formidable pour nos modes de vie actuels. On est assez pressé, mais on va voir que ça peut engendrer des dérives. Alors, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? Donc, ce concept a été inventé en 2009. Et donc, qu'est-ce qu'on considère comme un aliment ultra transformé? C'est des aliments avec une longue liste d'ingrédients, souvent on peut dire 5, mais quand il y a beaucoup d'ingrédients bruts, ce chiffre-là peut augmenter. Et surtout, on voit dans la liste d'ingrédients des ingrédients qui sont
inconnus qu'on ne pourrait pas avoir dans nos placards comme ça, c'est ce qu'on dit par exemple aux enfants, et qui ont été obtenus de façon artificielle, et ensuite qu'on a ajouté pour leurs propriétés de texturant, d'augmentation du goût, augmentation de l'appétence. Souvent, il peut être du coup difficile de reconnaître les aliments d'origine. Par exemple, le surimi, c'est pas forcément évident de se dire que ça vient d'un poisson à la base. Et aussi, l'emballage est souvent attractif, coloré, avec des allégations marketing, souvent sur le produit, nutritionnel ou pas. Ce qui fait que du coup, il y a encore une concurrence déloyale par rapport aux fruits et légumes bruts. J'avais déjà dit pendant la conférence des légumes que voilà, il n'y avait pas beaucoup de marketing qui était fait sur les fruits et légumes bruts, et donc voilà, par rapport aux enfants, ça peut marquer des différences. En France, en 2018, les Français consommaient 36% d'aliments ultra transformés dans leur alimentation de tous les jours. Et quand on regarde l'offre des produits d'un supermarché, ça représente 67% des produits. Alors, quel est le problème? C'est au niveau de la santé, il a été montré que des régimes avec une grosse consommation d'aliments ultra transformés pouvaient entraîner un risque accru de maladies chroniques. L'autre souci, c'est aussi que c'est souvent des produits qui sont riches en calories, donc riches en énergie, parce qu'ils sont riches en matières grasses et en sucre, sauf que c'est un peu des calories vides. On a vidé les produits, on a gardé juste les calories, mais on a souvent enlevé les micronutriments protecteurs, vitamines, minéraux, polyphénols, antioxydants, voilà. Donc, c'est un des objectifs du Plan National Nutrition Santé, le PNNS, de 4e version, c'est de diminuer de 20% la consommation des aliments ultra transformés. Et la recommandation, c'est de limiter à 15% des calories journalières. Bon, je suppose que vous ne comptez pas forcément vos calories, donc une recommandation plus facile, c'est de dire qu'on peut se limiter à 2 portions d'aliments ultra transformés par jour, ce qui signifie, voilà, vous avez quelques petites combinaisons, 2 tranches de pain de mie, puis un yaourt aux fruits aromatisé, un cordon bleu et une canette de boisson sucrée par jour. Voilà pour un peu le préambule. Maintenant, on va voir qu'il y a des procédés qui transforment plus ou moins les aliments et qui permettent d'obtenir des aliments ou des ingrédients plus ou moins transformés. Donc là, c'est par exemple quand vous voyez sur on va voir comment on obtient par exemple des ingrédients qu'on peut lire sur les étiquettes des produits, les huiles hydrogénées, les protéines hydrolysées, les isolats de protéines, le sucre inverti, sirop de glucose, fructose, voilà, des noms qu'on peut voir sur les produits, mais on ne sait pas trop d'où ça sort et on ne peut pas les avoir dans nos placards comme ça. Donc au niveau des procédés, il y a des procédés qui entraînent une faible transformation de l'aliment de base, c'est-à-dire du pressage, juste un jus de fruits avec 100% de pur jus, on a juste pressé le fruit. La surgélation, on a blanchi le produit et on les a mis au froid, c'est de la surgélation. La pasteurisation, on chauffe le produit à une certaine température pour enlever des flores bactériennes qui pourraient dégrader le produit. La stérilisation, on augmente un petit peu la température, mais une stérilisation sans ajout de sel ou de sucre va être considérée comme une faible transformation. Tout ce qui est emballé sous vide ou avec du gaz, par exemple les salades en sachet, où on a différents gaz, les gaz de l'air en différentes proportions qui permettent de conserver plus la salade. De la fermentation type juste un yaourt nature, on a mis du lait et des ferments et ça donne du yaourt. Le floconnage des céréales, où vous avez juste, quand on a des flocons de céréales, on prend le grain, hop, on l'écrase, ça nous fait un flocon, c'est une faible transformation. Le lait en poudre qui est obtenu juste par séchage, l'écrémage, voilà. Ensuite, on a des procédés où il y a une transformation. Donc là, c'est les produits où il y a une stérilisation et on ajoute de l'huile, du sel, du sucre, des sirops, tout ce qu'on peut trouver du coup en conserve. Une fermentation plus complexe, le pain et le fromage. Tout ce qui est salage, marinage, fumage, des fruits à coque salés, voilà. Et puis les cuissons autres qu'à l'eau bouillante.
Et enfin, les procédés qui, cette fois-ci, transforment la matrice. Donc là, il peut y avoir des recombinaisons, des reconstitutions d'ingrédients pour former un aliment, des additifs qui est ajouté, quand on ajoute de l'eau ou de l'air pour faire des procédés spécifiques, quand on hydrogénise les huiles, quand on hydrolyse, quand on fait de la cuisson-extrusion, on va le voir tout à l'heure, ou quand on fait des pré-traitements par friture ou par cuisson. Alors, on va juste voir 3 procédés courants, notamment donc, le cracking. Donc, le cracking, c'est le fait de découper un aliment, donc ça peut être des céréales ou du lait, et on va isoler les différentes fractions de l'aliment. Et on va les isoler parce que du coup, on considère certaines fractions intéressantes et ensuite, elles vont être réutilisées dans d'autres produits. Un peu comme si on prenait un collier, on le coupait en morceaux pour prendre une perle ou plusieurs perles ensemble et qu'ensuite on fabriquait un autre collier avec. Et donc par exemple dans le blé, le cracking du blé permet d'obtenir des différentes parties que vous connaissez, le germe, le son, la farine blanche, et puis ensuite à partir de l'amidon, on va obtenir plein de toutes les molécules, tous les noms en ose qui sont des glucides type le sirop de glucose, les maltodextrines, le dextrose, les polyols, sorbitol, mannitol, maltitol, les caramels colorés. Tout ça qu'on retrouve dans les produits et qui sont ajoutés pour leur ajout leur pouvoir sucrant ou pour leurs propriétés intrinsèques. Pour le lait, par exemple, ça se passe aussi par ultrafiltration. On va être capable d'isoler différents constituants du lait et de récupérer uniquement les protéines de lait. Pareil pour les levures biologiques, par hydrolyse, on va obtenir les fameux extraits de levure qu'on peut trouver dans certains produits pour augmenter le goût des aliments. Et donc, on verra par la suite une certaine classification considère ces ingrédients comme des marqueurs d'ultra-transformation. Alors, un autre process qui est très utilisé, c'est la cuisson-extrusion et qui permet d'avoir des produits légers, volumineux et croustillants. Ça fait des produits très sympas et qui sont très appréciés par tous. Vous pouvez les retrouver avec les céréales du petit déjeuner, les biscuits apéritifs, le pain plat, vous savez, soit les cracottes, soit le pain des fleurs, par exemple, les galettes de riz soufflées. Alors, comment on obtient ces produits ? Alors, au départ, on a une préparation qui est un mélange de céréales avec de l'eau. Il faut une pâte humide. On met cette pâte qui va avancer dans une trémie avec une vis sans fin. Et sur cette pâte, on soumet cette pâte à des contraintes thermomécaniques. Donc, c'est chauffé à haute température et mis sous pression. Et à la fin, on a un orifice avec des formes variées. C'est ça qui donne la forme au produit. Et le produit va un peu s'expandre. Donc, par exemple, et on obtient après du coup une texture un peu alvéolaire. Et comment on obtient ça ? C'est qu'en fait, l'eau qui était dans la pâte va s'évaporer en sortant de cette trémie. Et du coup, la vapeur qui était emprisonnée dans la pâte, ça va un peu écarter légèrement la pâte. C'est le phénomène d'expansion. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir des produits croustillants. Et alors, je vous avais déjà parlé de notre attirance naturelle pour le gras et le sucré, mais les études ont aussi montré qu'en plus, quand un produit était croustillant, on avait encore plus d'appétence pour ces produits. Par exemple, les frites, non seulement c'est gras, mais en plus c'est croustillant, et donc ça nous donne encore plus de plaisir. Et donc ces produits vont être très appréciés par tout le monde. Mais c'est des produits donc, qui sont un process qui transforme assez fort la matière et qui est considéré comme un process d'ultra-transformation. Alors un autre procédé qui est intéressant, c'est le raffinage. Donc on raffine pas mal de choses, le sel pour avoir du sel blanc, des céréales pour avoir des farines blanches, et puis les huiles. Alors d'abord, c'est pour enlever des substances qui pourraient être indésirables, par exemple la première enveloppe des graines de céréales, ou parce qu'on veut enlever les pesticides. Et ensuite, parce que les produits blancs sont plus utiles pour d'autres procédés. Par exemple, la farine blanche est plus panifiable que la farine complète. Les huiles raffinées
vont supporter plus les hautes températures, par exemple pour les fritures. Et puis parce que le consommateur préfère des produits raffinés. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la sémantique. La nourriture raffinée va être plus haut de gamme, c'est plus chic. Et donc, on aime ou on s'est habitué à apprécier les produits vraiment blancs. Alors, on va voir le raffinage des huiles. Donc là, vous voyez un process un peu compliqué. On va voir la différence entre l'huile de première pression et puis l'huile raffinée, qui est l'huile la plus classique qu'on peut trouver en supermarché. Alors d'abord, comment on obtient une huile? Déjà, c'est en pressant un aliment qui va être riche en gras, soit c'est un fruit, par exemple pour l'huile d'olive, soit c'est des graines pour l'huile de tournesol, le colza, l'huile de sésame ou de lin, soit des fruits à coque, par exemple pour l'huile de noix ou de noisette. Alors, pour l'extraction des huiles de première pression, et pour l'huile, ça s'appelle l'huile vierge extra, on va simplement, après nettoyage et tri de la matière, on va broyer. Dans l'huile d'olive, on broie l'olive avec le noyau, et on va presser sur des meules, voilà. Et donc là, on a une première filtration et une décantation, souvent à froid. Quand c'est précisé première pression à froid, c'est que c'est à froid. Ensuite, elle va être filtrée et conditionnée, et on arrive à l'huile de pression qui est là sur le schéma, noté en 6. L'avantage, c'est que du coup, on va garder la matrice originelle, on va garder la configuration naturelle des acides gras, on va garder les vitamines liposolubles, la vitamine E par exemple, les caroténoïdes, les phytostérols, des composés polyphénoliques qui sont intéressants nutritionnellement. Le problème, c'est que au niveau du rendement, ce simple pressage va laisser encore de l'huile dans la matière qui reste, ce qu'on appelle les tourteaux. Il peut rester de 5 à 15% d'huile dans ces tourteaux. Et ces tourteaux, après, c'est pas perdu, c'est utilisé en alimentation animale, sauf que c'est trop gras et pas assez riche en protéines pour les standards de l'alimentation animale. Ensuite, il peut rester des substances indésirables, des pesticides si les graines n'étaient pas cultivées en bio, des caroténoïdes et des polyphénols, toutes ces molécules qui sont intéressantes nutritionnellement, mais qui rendent l'huile instable. C'est des molécules qui vont faire que l'huile va s'oxyder, va rancir plus vite, et qu'elles vont être plus fragiles, elles vont supporter de moins hautes températures, par exemple, et donc c'est problématique pour les fritures, par exemple. Et du coup, les dates limites de conservation vont être moins longues. On va aussi du coup obtenir une huile avec une couleur et une odeur, ce que le consommateur n'apprécie pas forcément, ou ce à quoi on n'est pas habitué. Donc on va raffiner l'huile, c'est-à-dire qu'on va extraire le restant d'huile du tourteau, et pour ça il faut un process plus fort, donc il faut chauffer plus fort, il faut extraire l'huile restante avec de l'hexane, qui est un solvant qui va attirer le gras. Et ensuite, il y a pas mal d'étapes de dessirage, de dégommage. Donc, on va enlever les cires et les gommes qui sont des matières naturellement présentes dans les huiles. Et ensuite, il va falloir neutraliser, parfois à la soude, ce qui est bon, ça c'est pas possible en bio, mais neutraliser à la soude les phospholipides et les acides gras libres. Après, il va falloir éliminer l'hexane. Ensuite, on va décolorer les huiles en enlevant les caroténoïdes. On va la désodoriser pour enlever l'odeur, voilà. Et donc on arrive à notre huile raffinée, on arrive à une huile et on va mélanger cette huile avec l'huile de pression, ce qui va nous donner notre huile que vous pouvez trouver dans les supermarchés classiques. Le problème, c'est que donc il faut des températures très élevées, supérieures à 200 degrés, ce qui peut, du coup, si c'est mal maîtrisé, ça dépend, c'est contrôlé, hein, mais ça peut entraîner des acides gras trans, et puis, du coup, ça enlève les molécules qui sont intéressantes nutritionnellement, les caroténoïdes, les polyphénols, qui sont intéressantes. Alors, du coup, pas d'inquiétude, les huiles restent encore riches
en bons gras, en vitamine E, et puis il y a des teneurs maximales autorisées et des contrôles qui sont faits sur les huiles. Il ne va pas rester d'hexane, par exemple. Mais on peut comprendre que l'huile de première pression, si elle est faite à partir de matières premières bio, va être plus intéressante nutritionnellement pour nous. Alors, comment faire ses choix? Parce que voilà, on n'a pas une journée pour faire ses courses. Et puis, si on veut essayer de concilier la santé, l'environnement, le travail des producteurs, la praticité, le goût de chacun des membres du foyer, voilà, ça va être un peu compliqué. Alors, il y a des outils d'aide à la décision que vous connaissez. Le Nutri-Score affiché sur certains produits, le Yuka qui est une appli. Et puis, on va vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, SIGA. Alors, pour le Nutri-Score, voilà, je suis pas hyper fan du Nutri-Score parce que ça ne prend en compte que les teneurs nutritionnelles. Et donc, ça va noter en fonction des bons nutriments. Les bons nutriments vont augmenter la note, donc les fibres, les vitamines, les minéraux. Et puis, il y a des mauvais nutriments, les sels, les sucres et les matières grasses, qui vont diminuer la note du produit. Donc, par exemple, si dans une formulation de produit, on va ajouter artificiellement des fibres, des vitamines et des minéraux, et du coup, ça va améliorer le Nutri-Score, alors même que c'était des bons nutriments, mais qui n'étaient pas présents de façon originelle dans le produit. Et on verra, quand on parlera de la matrice, que c'est pas forcément la même chose. Et puis, du coup, avec le Nutri-Score, par exemple, vous pouvez avoir des choses qui sont pas forcément conformes avec le bon sens. Des beurres vont être notés E, c'est normal, c'est gras. Alors que les margarines vont être notées C, par exemple, parce que donc les margarines sont moins grasses que le beurre, puisque c'est un mélange d'huile végétale, d'eau et puis d'émulsifiants pour faire un mélange homogène, et puis que les formulations font qu'il y a des ingrédients de santé qui sont ajoutés, des vitamines, des antioxydants, voilà. Mais donc du coup, oui, le beurre c'est plus gras, mais c'est un aliment qui est faiblement transformé, et puis donc il suffit de le savoir, et puis d'en manger un petit peu, c'est un peu comme les produits allégés. Voilà, mangeons de la vraie crème fraîche à 30% de matière grasse, mais en petite quantité, et on se fait plaisir avec cette crème fraîche bien grasse. Voilà, alors le Nutri-Score, ça peut être intéressant pour comparer deux produits dans un même rayon. C'est pareil, par exemple, dans un rayon des pizzas, et en comparant les Nutri-Score, vous pouvez avoir accès à des pizzas qui peuvent être moins salées ou moins grasses, mieux formulées. Pour la note de Yuka, la note de Yuka, c'est 60% la note du Nutri-Score. Ensuite, pour 30%, il y a une note qui prend en compte les additifs qui sont classés en 4 classes, et donc en fonction de leur degré de dangerosité noté par des études scientifiques. Du coup, ça prend en compte ces additifs. Et puis, il y a 10% de la note qui considère que si la note est meilleure si c'est bio par rapport à du conventionnel. Alors, on va découvrir la classification SIGA, qui est une classification assez récente, qui là, du coup, va informer sur le degré de transformation. Du coup, c'est la seule classification qui prend en compte cette notion de transformation. Alors, le but, c'est qu'ils défendent une alimentation raisonnablement transformée. Le but, c'est de ne pas interdire tous les aliments ultra transformés, mais c'est déjà de les identifier, et ensuite, du coup, ça nous permet de les remettre à une place occasionnelle. Et ils travaillent en collaboration avec les industriels pour retravailler les formulations des produits. Le but, c'est d'améliorer les formulations des produits. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classification SIGA ? Donc, ça prend en compte, là vous avez à droite, l'évaluation des risques avec les additifs comme Yuka, les seuils nutritionnels, sel, sucre, matière grasse, et ce fameux degré de transformation. Et ils arrivent à 7 classes. Alors, on va voir les 7 classes. Alors déjà, vous avez donc la classe notée de 1 à 2 en vert foncé, qui sont les aliments peu ou pas transformés. Donc non transformés, ça va être les aliments bruts, la viande brute, les fruits et légumes, le poisson, les céréales, les œufs, qui n'ont subi aucun procédé, sauf du découpage ou les avoir pelés. Ensuite, la classe 2, c'est les produits peu transformés. C'est quand on a appliqué à un aliment non transformé des process simples. Souvent, c'est des processus thermiques ou des mécaniques comme le pressage, la cuisson, la pasteurisation ou la surgélation.
là-dedans, en classe 2, il y a aussi les ingrédients culinaires qui sont notés en 2, le sucre, le sel, le vinaigre. Ensuite, on passe à la classe vert clair 3 et 4. Donc, c'est des aliments qui sont transformés. Il y a les transformés équilibrés, c'est quand on ajoute, quand on ajoute du sucre, des matières grasses ou du sel ou des ingrédients culinaires qui sont peu transformés à des ingrédients non transformés, et ben, on fait une transformation comme quand on cuisine à la maison, au restaurant ou dans l'industrie. Donc, ils sont équilibrés ou gourmands quand les quantités de gras, de sucre et ou de sel sont plus élevées que pour les aliments équilibrés. Et ensuite, on passe à aux 3 classes bleues, 5 et 6 bleu clair et bleu foncé le 7. Donc un produit est ultra transformé équilibré quand un produit du groupe 3 équilibré a été transformé avec un marqueur d'ultra transformation. Il y en a un seul. La classe 6, c'est quand il est gourmand, donc c'est le groupe 4 avec un marqueur d'ultra transformation. Et le groupe 7, c'est les ultra transformés à limiter, où là, il y a plusieurs marqueurs d'ultra transformation. Et donc, c'est ces produits-là dont la consommation est à limiter. Alors, à vous de jouer. On va voir la classification SIGA avec, pour bien comprendre l'échelle, on va utiliser par famille d'aliments cette classification. Et vous allez devoir retrouver cette famille d'aliments en plus. Donc par exemple, à partir du blé, on va avoir les produits transformés et ultra transformés que vous voyez affichés. On a déjà le biscuit sablé qui est en 4, le ravioli avec un arôme naturel qui est le marqueur d'ultra transformation qui est en 5, et la crêpe en 6, puisque il y a plus de gras et de sucre, et puis le raffinage de l'huile est considéré comme un process d'ultra transformation. Et donc, vous allez devoir replacer les produits A, B et C aux places manquantes. Donc, le A, c'est le pain de mie, dans lequel il y a de l'amidon modifié et des arômes. Le B, c'est de la farine de blé. Et le C, c'est le pain. Et donc, il faut les mettre à la place 2, donc un produit peu transformé, à la place 3, un produit transformé, et à la place 7. Vous avez 30 secondes. Alors, vous pouvez passer. Donc, c'était la famille des céréales. Et donc, la farine de blé, elle est juste... le blé est juste concassé. Donc, on arrive à un produit peu transformé. Le pain, on a ajouté du sel et puis il y a une fermentation. C'est un produit 3 transformé, équilibré. Et le pain de mie... est un ingrédient ultra transformé à limiter en 7 parce qu'il y avait plusieurs marqueurs d'ultra transformation. Souvent, c'est des produits avec des listes d'ingrédients assez longues. Alors, on fait la même chose du coup pour une autre famille. Vous devez replacer le produit A qui est le surimi, la conserve de thon, produit B, et la crevette frite, donc qui est une crevette entourée d'une espèce de pâte. Dans les places aux échelles 3, 6 et 7. Hop. Alors, on était dans la famille des poissons. Donc, la conserve de thon, c'est un produit transformé équilibré. On a juste ajouté de l'eau. Si ça avait été de l'huile, peut-être que ça serait passé en 4. Notre crevette frite, c'est un produit 6, parce que sûrement qu'il y avait des marqueurs d'ultra transformation dans l'enrobage de la crevette. Et puis le surimi, un produit 7, où là, il y a beaucoup d'ingrédients. On ne reconnaît pas forcément la matrice, le poisson qui est mis au début. Autre famille, vous avez le fromage emmental à replacer, le yaourt nature, la glace qui a été faite avec du sirop de glucose, entre autres, et le D, du fromage à tartiner avec des arômes naturels. On était donc dans la famille des produits laitiers.
avec un produit faiblement transformé à partir du lait, le yaourt, ensuite le fromage, ensuite produit 6, enfin échelle 6, le fromage à tartiner, puisqu'il y avait des arômes naturels, et puis la crème glacée, où là du coup il y a noté le sirop de glucose, mais souvent c'est pas le seul marqueur d'ultra transformation. Autre famille, vous devez replacer la pâte à tartiner, la boisson végétale à l'amande, les amandes et les cacahuètes salées et qui ont été aussi huilées avec de l'huile raffinée. Alors, on était sur les fruits à coque avec l'amande qui est le produit brut, amande en poudre. Ensuite, la boisson végétale, on a mixé de l'amande avec de l'eau et apparemment on avait rajouté du sucre, mais ça devait être faiblement sucré pour que ça soit en 3. Les cacahuètes salées, on a utilisé de l'huile raffinée et il devait y avoir beaucoup de sel, donc c'est un produit 6. Et puis la pâte à tartiner en 7, avec beaucoup de marqueurs d'ultra transformation. Autre famille, la 5 produits à replacer, le coulis de tomate avec du sel, la tomate fraîche, le ketchup avec des huiles raffinées et des arômes, les chips de légumes et le concentré de tomate. Hop. Donc on est dans les légumes avec la tomate fraîche non transformée, le concentré de tomate, on a juste cuit de la tomate et ça le concentre. Ensuite, coulis de tomate avec du sel en 3, et puis chips de légumes en 6 et le ketchup en C. Alors, je pense que du coup vous avez compris, on va passer les autres familles. Vous pouvez retrouver ces différents jeux sur le site SIGA. Alors maintenant, on va passer à un petit quiz en ligne. Vous connaissez maintenant le... Alors, première question, vrai ou faux? Il est conseillé de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Vrai. Ça, vous le savez. 2. Vrai ou faux? Un jus d'orange correspond à une portion de fruits. Alors, on a noté faux. C'est un peu par provocation. Effectivement, souvent dans les recommandations de santé publique, un jus issu, un pur jus de fruits, correspond à une portion de fruits. En revanche, boire, on verra par la suite, boire un jus, c'est pas la même chose que de croquer dans une orange. Il faut à peu près 2 à 3 oranges pour avoir un verre de jus. Donc, ça veut dire qu'on a 2 à 3 fois plus de sucre que si on mangeait une orange. Et en plus, on a enlevé la peau de l'orange, parfois la pulpe. Et du coup, on a perdu la matrice originelle et ça n'a pas le même effet dans notre corps, notamment au niveau de la réponse du sucre qui passe dans le sang. C'est pas la même chose de croquer une orange et de boire le jus. Il vaut mieux croquer dans l'orange. Vrai ou faux? Il vaut mieux privilégier une pomme crue à une purée compote de pommes. C'est vrai. Donc un peu dans le même ordre d'esprit. Quand on consomme une compote de pommes, on a beaucoup plus de sucre. Et puis du coup, le fait de croquer dans une pomme crue, on conserve la matrice originelle avec tous ces nutriments. Vrai ou faux? Une poignée de fruits à coque par jour? Parfait, je mange des noix de cajou à l'apéro. Eh ben oui, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est des produits qui vont être plus gras que des légumes, mais il y a plein de bons gras, et puis voilà. Et ne prenez des fruits à coque qui sont pas ni salés, ni enrobés d'huile, évidemment. 5. Vrai ou faux? Les sodas sans sucre ou light sont meilleurs pour la santé que les sodas classiques.
Alors ça aussi, c'est souvent connu. Effectivement, les sodas sans sucre, donc le sucre a été remplacé par des édulcorants. Et donc, ok, il n'y a pas de calories, mais du coup, on a quand même on s'habitue, on continue à quand même avoir le goût sucré, et ça trompe aussi le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il reconnaît pas le sucre comme les édulcorants comme une molécule sucrée, et donc il va croire que c'est juste de l'eau, et en fait c'est pas la même chose quand même que de boire de l'eau. Question 6, vrai ou faux? N'utiliser que l'huile d'olive, c'est la meilleure pour la santé. Alors oui, l'huile d'olive a une super presse, enfin bonne presse, mais déjà ce n'est pas la seule huile qui est bonne pour la santé, il y en a d'autres. Et ensuite, deux choses pour cet élément. Privilégier les huiles vierges de première pression à froid, et le but c'est aussi de varier les huiles, parce que chacune a ses propres propriétés, et donc c'est bien de les mélanger. 7. Il est conseillé de manger principalement végétal pour une alimentation durable. En pourcentage, cela correspond à manger 50% de végétaux, manger entre 50 et 75% de végétaux, manger plus de 75% de végétaux. C'était effectivement manger plus de 75% de végétaux. C'était notre assiette nutri-écologique. On mange beaucoup de végétaux et moins d'animaux. Question 8. Vrai ou faux? J'achète des produits chez des artisans, ce ne sont donc pas des aliments ultra transformés. Alors, on a mis faux, c'est plus compliqué à répondre comme question. En fait, c'est pas parce que c'est fabriqué de façon artisanale que les personnes ne mettent pas de produits ultra transformés. L'idéal, c'est toujours de se connaître la liste d'ingrédients. Alors effectivement, c'est plus compliqué d'avoir accès à cette liste d'ingrédients chez les artisans. Et on peut se dire que c'est quand même souvent peut-être plus naturel. Mais c'était un peu par provocation. Question 9. Vrai ou faux, les produits industriels ne sont pas tous des aliments ultra transformés. Alors oui, c'est vrai. Et donc, dans chaque rayon, il peut y avoir des produits ultra transformés et des produits juste transformés. Vous l'avez vu. Et il y a aussi des rayons qui sont naturellement, qui sont de façon structurelle, beaucoup plus ultra transformés, notamment le rayon des céréales de petit déjeuner pour les enfants. Question 10. Vrai ou faux? Les produits favorables nutritionnellement, donc les Nutri-Score A et B, ne sont pas des aliments ultra transformés. Alors c'est faux, et donc on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il peut y avoir, quand on rajoute des fibres, des minéraux de façon artificielle, on peut être considéré comme A et B, et pourtant ça peut être des produits ultra transformés. Question 11. Vrai ou faux? Ne manger que des aliments bruts garantit le suivi d'un régime préventif. Alors c'est faux. La question un peu difficile. On pourrait manger un aliment brut, par exemple de la viande, du poisson, on ne pourrait manger que ça, et c'est pas forcément bon pour la santé. Il faut aussi que le régime soit végétal et varié, en plus d'être pas ultra transformé. 12. Vrai ou faux? Les allégations riches en fibres, enrichies en vitamines, m'assurent de manger sain et de ne pas manger ultra transformé. C'est faux. Et ben oui, vous avez commencé à comprendre. Les allégations, quand on ajoute des vitamines et des fibres, ça peut être ultra transformé. 13. Vrai ou faux? Les produits bio ne sont pas des aliments ultra transformés. Et ben c'est faux, c'est pas parce que c'est un produit bio. Enfin, il peut y avoir des produits ultra transformés, même en bio.
Donc, on vous encourage à lire les étiquettes. Il se trouve que dans la réglementation, il y a quand même moins d'additifs qui sont autorisés. Mais toujours, il y a la liste des ingrédients. 14. Vrai ou faux, les végétariens, véganes, végétaliens consomment moins de produits ultra transformés que les omnivores. C'est faux, et on le verra par la suite. Il se trouve qu'il y a par exemple les galettes végétariennes, ça peut être des produits ultra transformés, et donc les végétariens ou les végétaliens peuvent en consommer plus qu'un Français moyen. Question 15 et dernière question, vrai ou faux, tous les aliments transformés sont mauvais pour ma santé? C'est faux. Et donc, si vous avez répondu faux, vous avez bien compris, il y a une différence entre la transformation et l'ultra-transformation. Voilà. Alors maintenant, on va parler de cette fameuse matrice. Alors la matrice, c'est un peu la structure originelle du produit. Et du coup, le potentiel santé d'un aliment, ça va être la combinaison de deux facteurs. L'effet composition, donc sa teneur en nutriments qui vont être bons pour la santé, vitamines, fibres, voilà, et puis des phytonutriments, enfin des nutriments plus petits, avec des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. Et puis sa structure, qui est l'effet matrice. Et cet effet a une influence sur pas mal de choses. Le degré de mastication, donc si le produit va être plus facile ou plus difficile à mastiquer, la biodisponibilité des nutriments, si l'ingrédient qu'on va, les phytonutriments qu'on va manger avec le produit, s'ils vont pouvoir ensuite être accessibles et digérés par notre organisme. L'index glycémique que vous connaissez, par exemple une pomme de terre en purée ne va pas avoir le même index glycémique qu'une pomme de terre en fruits, par exemple. La satiété, la vitesse de transit, et puis après des impacts sur les hormones, notamment de la satiété et puis de la faim. Et donc ça veut dire qu'un produit qui va avoir une même composition peuvent ne pas, mais une structure physique différente, vont pas avoir le même effet sur la santé. Et que le fait de préserver la matrice originelle du produit, ça va préserver aussi les synergies entre des nutriments et les phytonutriments qui sont dedans. Ils vont être plus collés ensemble, et donc du coup à la différence d'un phytonutriment ou d'un nutriment qui va être ajouté, et ben il va pas avoir la même biodisponibilité que s'il était de façon intrinsèquement présent dans le produit. Et donc, quand on parle de matrice, voilà, il faut se mettre en garde, être mis en garde par rapport à l'approche réductionniste, c'est-à-dire où on ne considère que la table, les valeurs nutritionnelles pour considérer qu'un aliment est intéressant. Et donc, s'il est riche en vitamines, il va être bon pour la santé, alors que, quelle que soit sa structure originelle. Ça, c'est un peu l'approche réductionniste, où on considère juste les perles du collier de façon prise isolément, à la différence de l'approche holistique et qualitative de l'effet matrice, où là, on prend en compte l'effet du collier. Parce qu'il se trouve que quand on augmente la déstructuration de la matière, et ben, ça va modifier la biodisponibilité du nutriment. Et souvent, plus un aliment est déstructuré, il est déconstruit, moins il va être rassasiant, et plus il fait monter la glycémie. Et souvent, dans les produits ultra transformés, on se retrouve avec des aliments qui sont généralement plus mous, parce qu'ils ont perdu leur structure, parce que c'est le résultat d'une combinaison d'ingrédients. Du coup, ça diminue les interactions entre, on a vu les phytonutriments et les liaisons sont moins fortes que quand les nutriments étaient dans la matrice originelle. Donc on se retrouve avec des aliments ultra transformés, avec des structures friables, molles, liquides ou très croustillantes, comme on a vu avec
la cuisson-extrusion, et souvent avec des sels, des graisses et des sucres, et avec du coup des produits peu rassasiants, mais qui sont attractifs au goût. Et donc, la matrice et la satiété, enfin, l'impact de la matrice sur la satiété a énormément d'importance. Vous connaissez déjà un peu la différence entre la satiété qu'on peut avoir avec des produits solides par rapport à des produits liquides. Et là, on vous invite, on vous mettra le lien à la fin, une petite expérience qui a comparé des personnes qui prenaient soit des pommes crues qu'ils épluchaient par rapport à de la compote de pommes, ou des jus par rapport à des vraies oranges. Et en fait, on consomme beaucoup plus de produits quand l'aliment est sous forme liquide par rapport à des aliments solides, parce que moins on a besoin de mastiquer, moins on stimule les hormones de la satiété. Et donc inversement, plus on mastique, plus on entraîne les hormones de la satiété, et plus on prend plus de temps pour mâcher. Et en plus, nos hormones de satiété sont plus stimulées. Donc, et puis en plus, évidemment, il y a le contexte, hein, le fait on va pas avoir la même satiété quand on mange devant la télé ou quand on mange en pleine conscience. On en avait parlé au début. Et donc ça, c'est un message qu'on dit aux enfants. Et Benoît a fait une chanson sur la mastication. Le fait de l'importance de notre cerveau qui a besoin de 20 minutes pour comprendre qu'il a mangé assez et que la quantité ingérée suffit pour chaque personne. Donc notre cerveau a besoin de temps, et pour manger lentement, c'est bien de prendre le temps de mastiquer. Et aussi on écoute son appétit, donc à partir de 20 minutes, une fois que le cerveau va être capable d'envoyer des signaux de satiété, on les écoute. Et donc quand il y a des distributions de bons zéro gâchis à la cantine, c'est aussi important de leur dire que on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Donc la chanson de Benoît, Benoît fait une chanson sur l'importance de la mastication, mais donc aussi à nous adultes de leur apprendre à apprécier les aliments qui sont plus difficiles à mâcher, parce qu'évidemment, comme tout être humain, on est attiré par la facilité, c'est normal. Et donc c'est plus compliqué de mâcher par exemple du pain avec une croûte épaisse par rapport à du pain mie. Voilà. Mais nos muscles de la mâchoire, ce sont des muscles, et ça veut dire que plus on mâche, plus ça sera facile, et on les entraîne. Alors justement, à propos des ateliers enfants, voici un petit peu ce qu'on faisait lors de ces ateliers. En cycle 1, donc la maternelle, on leur faisait déguster un quartier d'orange entier, et donc là ils croquaient la peau. Ensuite, on leur montrait comment on faisait un jus, et ils réalisaient du coup, ils devinaient combien de jus d'orange il fallait pour avoir un vrai verre de jus d'orange. Et donc on a vu ensemble que c'était 2 à 3 oranges, que du coup il restait toute la pulpe, et que souvent les enfants n'aiment pas trop cette pulpe, mais donc on perdait en fait de la matière. Et donc que ça soit en termes de ressources naturelles, où on utilise 2 à 3 oranges par personne, alors qu'il suffirait qu'on en mange une seule, ça peut poser des soucis. Et puis ensuite au niveau de la matrice, c'est pas le même effet quand on a enlevé la peau et la pulpe. Les CP, CE1, CE2, le cycle 2, on leur faisait une dégustation comparée de 2 pains, un pain de mie et puis un pain au levain, et donc ils généraient des descripteurs, et donc on comparait avec les 5 sens. On fabriquait du levain, farine, eau, et ils le voyaient se développer pour montrer pour leur faire apprécier des pains qui sont un peu plus complexes à apprécier, type au levain, avec des croûtes épaisses par rapport au pain de mie. Et le cycle 3, on leur faisait comparer 2 petits déjeuners, du pain au levain par rapport à du pain de mie, et puis une purée de cacahuètes par rapport à de la pâte à tartiner, et ils devaient deviner le meilleur petit déjeuner, qui est donc
purée de cacahuètes et pain au levain. Et il découvre l'échelle SIGA, comme vous l'avez découvert, et il notait les produits comme vous allez le faire tout à l'heure. Alors, avant de noter les produits, juste un petit focus sur des produits spécifiques, type les produits vegan, végétaliens, végétariens ou des produits sans gluten qui peuvent être souvent plutôt plus ultra transformés. On peut penser aux petites galettes de riz soufflé pour les enfants qui sont du riz donc sans gluten. Voilà. Et donc pour le régime soit vegan, végétalien ou végétarien, on voit que en moyenne en France, les Français consomment 36% d'AUT et les végétariens, c'est un peu plus. Les véganes, végétaliens, ça peut être jusqu'à 39,5% parce que les galettes végétariennes et souvent dans les substituts végétaux sont souvent plus ultra transformés. Alors les produits pour enfants. Alors déjà, pourquoi faudrait-il des aliments spécifiques pour les enfants? C'est une question. Sauf pour la petite enfance, donc jusqu'à 2 ans, 2-3 ans. Ensuite, un enfant peut très bien manger comme un adulte, à part peut-être la teneur en sel, on n'est pas obligé de saler autant. Voilà, pourquoi les enfants devraient manger de la vache qui rit et pas un bon camembert au lait cru? On connaît tous dans notre entourage des enfants qui se régalent avec du roquefort. Alors, dans les produits pour enfants, voilà, nos enfants sont hypersensibles au marketing et que la majorité des publicités pour les aliments, c'est de la pub pour des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle et qui peuvent être faites au niveau alors ça devient de plus en plus réglementé, mais les enfants peuvent être soumis à ces publicités-là. Et alors en plus, on avait vu que naturellement on était attiré par le gras et le sucré, mais qu'en plus ça peut avoir un côté addictif. Quand on consomme des produits gras et sucrés, on a un double déséquilibre. On a un sentiment d'abord très fort de plaisir, suivi après d'une sensation de satiété très insuffisante si c'est des produits ultra transformés. Et ça va nous entraîner à rechercher encore plus ce goût sucré, puisque le plaisir, donc ça libère de la dopamine, qui est un neuromédiateur et qui entraîne du plaisir, et que progressivement, c'est un petit peu comme les addictions, il faut une dose supérieure à chaque fois pour atteindre la même intensité de plaisir. Donc voilà, à nous, adultes, de leur apprendre à aimer des produits qui sont considérés comme adultes, et puis des produits sains, et puis à nous aussi de leur développer leur esprit critique, de leur expliquer pourquoi on va choisir tel produit plutôt que celui-là qu'il aurait préféré, parce que il y a un super-héros dessus, mais parce que voilà, on a lu la liste des ingrédients et on pense que c'est meilleur pour eux, pour leur santé. Et aussi leur apprendre à avoir cette indépendance par rapport au marketing et à la pub. Alors, on a fait un focus sur les petits déjeuners et les goûters avec les aliments ultra transformés, parce que c'est souvent des produits des rayons qui sont assez ultra transformés, et du coup avec cet impératif de concilier le plaisir de ce goûter qui est nécessaire, la praticité, la rapidité, parce qu'il faut goûter parfois avant d'aller à l'étude, et puis voilà, les copains qui mangent pas pareil que moi, du coup ça peut générer des sentiments d'exclusion, et donc on sait que c'est important pour les enfants d'appartenir à un groupe. Donc c'était le défi des ateliers matrices, c'était de manger le plus possible d'aliments nutri-écolo pour les petits déjeuners et les goûters. Et donc là vous aviez le panel des aliments qui étaient proposés, et les enfants avaient envie de mettre leur gommette, et donc d'essayer de manger plus de fruits entiers, plus de fruits à coque, etc. Alors, pour les petits déjeuners, qu'est-ce qu'on peut prendre pour limiter les produits ultra transformés? Juste du pain, des tartines de pain de qualité avec des farines qui vont être moins raffinées, des farines bio au levain, avec juste du beurre ou une purée de cacahuètes, vous savez, juste les cacahuètes qui sont pressées, ou de la confiture, ou du miel, ou du vrai fromage qui sent fort, des porridge de flocons d'avoine, des différents flocons de céréales
juste les céréales qui sont floconnées, et puis avec juste du lait, du fromage blanc, ou des types granola, où là, c'est des flocons, mais qui sont peut-être qui sont un peu agrégés avec une huile, voilà, et puis des fruits entiers. Donc là, on vous met une recette de granola maison qui est facile à faire. Et maintenant, vous allez vous entraîner à noter différents produits spéciaux du petit déjeuner. Alors, donc avec les notations SIGA. Alors, la pomme. Hop. Produit non transformé. 1. Le jus de pomme. Et vous, à chaque fois, vous avez la liste d'ingrédients. 100% pour jus. Produit 2. Il est peu transformé. Ah, autre jus de pomme. Là, vous avez jus de pomme à base de concentré, eau, sucre, acidifiant. Il passe en 4, puisqu'il y a des acidifiants. Et donc, même un bio peut avoir une moins bonne note qu'un non bio. Du fromage blanc, lait, crème, ferment lactique. Produit 2, faible transformation. Des petits Suisses aromatisés aux fruits, pas de patrouille. Donc là, vous avez la liste des ingrédients. Alors là, sans surprise, avec tous ces ingrédients, c'est un aliment 7. Des chocs à pic. On vous laisse décorer la liste des ingrédients. Produit 7 aussi. Là, un autre, un muesli avec ces ingrédients-là. Donc là, c'est juste du 2, parce qu'en fait, il y avait juste des flocons, des graines. Donc il y avait beaucoup d'ingrédients, mais ça restait des ingrédients peu transformés. De la purée de cacahuètes, avec juste des cacahuètes. Produit 2, parce qu'elles sont juste pressées. Un autre, alors là, du beurre de cacahuète, où là c'est des cacahuètes grillées, auxquelles on a ajouté du sucre, de l'huile de palme hydrogénée et du sel. Donc là, il passe en 7, avec l'hydrogénation de l'huile de palme, le fait qu'il y ait du sucre et du sel. De la confiture, myrtille, sucre de canne. Produit 4, produit transformé, puis comme il y a de la confiture, c'est sucré, on le sait, donc c'est gourmand. Une autre confiture, avec une autre liste d'ingrédients. Là, on passe en 6, parce que du coup, vous avez un gélifiant. Voilà un petit peu pour les produits de petit déjeuner. Alors maintenant, pour le goûter, quelques idées. Les fruits à croquer entiers ou déjà prédécoupés en morceaux. Les fruits secs et les fruits à coque. Là, tout ce qui est noix, noisettes, pruneaux, abricots secs, des trucs hyper pratiques dans les boîtes à goûter. Ça coule pas, c'est énergétique et puis c'est sucré. Voilà, donc c'est aussi un apprentissage d'apprendre à faire aimer ces produits-là à nos enfants. Des pains de qualité avec du chocolat, des gâteaux maison. Pareil, avec des qualités de matières premières, et puis des biscuits industriels qui peuvent être juste en catégorie 4 plutôt qu'être en 7. Là, on vous met une recette d'Energy Balls, qui sont des espèces de petites boules où on a mixé des dattes, des amandes avec un peu d'huile de coco, et ça fait des petites boules hyper riches en bonne énergie. Alors, à vous de noter ces différents produits pour les goûter. Cette compote allégée de pommes est en 6, puisque voilà, il y a du sucre, hein, c'est une compote, mais il y a en plus un acidifiant ajouté, qui est un marqueur d'ultra transformation. Les goûters Prince.
c'est du 7 avec l'ensemble de la liste des ingrédients. C'est biscuits type sablé avec farine, beurre, sucre, œuf, sel et poudre à lever. Il est en 4, parce que c'est comme si on faisait un gâteau à la maison, avec des poudres à lever qui sont bonnes, par rapport à une autre avec les poudres à lever phosphatées qui sont moins bonnes pour la santé. Des cookies. Là aussi, comme un gâteau maison, transformé gourmand. Un autre type de sablé. Qui là, lui, est en 7 parce que il y a des émulsifiants, il y a des poudres à lever avec du phosphate. Voilà, on voit que la liste d'ingrédients est plus complexe. Et alors là, on vous met aussi une petite recette parce que de pâte à tarte express, parce que dans les aliments qui sont tellement pratiques, il y a la pâte à tarte toute faite. C'est une des innovations qui, moi, me semble effectivement hyper pratique avec les salades en sachet. Mais c'est pourtant tellement meilleur quand on la fait maison. Et ça, c'est une recette qui se fait vraiment de façon hyper rapide. Alors, quelques petits conseils et astuces pour finir. Du coup, ne pas se fier aux allégations marketing. Vous l'avez compris, quand on ajoute des vitamines, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour la santé. Avoir des biscuits et en Nutri-Score A, c'est bizarre. Des biscuits, voilà, c'est des gâteaux transformés, gourmands. C'est tout, on l'assume, c'est sucré et gras. Et donc ça ne peut pas être du Nutri-Score A. Plus de chances d'avoir des meilleures formulations dans le bio, mais toujours liste des ingrédients, c'est pas une affirmation certaine. Des nouvelles références sont souvent meilleures parce que voilà, il y a toujours une amélioration des formulations. Globalement, le marché les industriels font des efforts pour mieux formuler leurs produits. Privilégier le beurre aux huiles raffinées. Et puis, dans les ingrédients, plutôt à éviter dans les biscuits, les poudres à lever phosphatées sont moins bonnes pour la santé que les poudres à lever juste bicarbonate de sodium. Les sirops de glucose, les sirops de sucre invertis, des choses comme ça. Et puis même les arômes, même s'ils sont naturels, si le produit était naturellement bon, il n'y aurait pas besoin de rajouter des arômes. En conclusion, voilà, essayons de garder les aliments ultra transformés à leur utilité occasionnelle. On peut garder à l'esprit la règle des 3 V qui est prônée par SIGA, végétal, vrai et varié. Donc en gros, c'est manger des vrais aliments, surtout des végétaux, on a dit 75%, et des végétaux les plus variés possibles. On peut pas tout faire maison, et donc du coup, c'est possible de trouver des bons produits transformés pour se faciliter le quotidien. Des surgelés basiques, des légumes basiques, des conserves basiques ou des produits transformés classés 4. Et voilà, ne pas se culpabiliser, on fait tous de notre mieux. Les défis adultes qui étaient proposés, c'est d'aider son enfant à relever le défi de la classe, donc proposer des aliments nutri-écolo pour les goûter, les petits déjeuners, essayer de faire son propre levain, on va vous mettre la recette tout à l'heure, et même son propre pain au levain, et puis télécharger l'application SIGA qui vous permet de scanner les produits, un peu comme Yuka, et qui propose des alternatives moins transformées pour trouver une alternative meilleure. Donc là, vous avez la petite recette du levain et puis du pain au levain. Et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire ces différents ouvrages qu'on vous conseille. Manger sain et durable de notre assiette à notre planète, halte aux aliments ultra transformés, manger vrai. Vous pouvez aller sur le site de SIGA et puis quelques vidéos qui parlent des procédés et de la satiété. Voilà, et ben merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.